BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end, bonnes vacances aussi à vous qui en profitez peut-être, vous avez bien raison. Eh bien écoutez, De quoi je me mêle joue les prolongations, on est encore là ce week-end, on sera là le week-end prochain, mais après promis, on s'arrête un petit peu quand même pour revenir à la rentrée. De quoi je me mêle donc, vous le savez, toute l'actu tech tous les week-ends sur BFM Business, sur la chaîne YouTube de Tech Co, et puis sur la chaîne Tech Co que vous pouvez retrouver sur les box opérateurs, en audio, en vidéo, vous faites comme vous voulez. Avec, pour cette semaine, tout à l'heure, on va revenir en 2016. Rappelez-vous, l'été 2016 est un été un peu bizarre. On était tous sur notre téléphone en train d'essayer d'attraper des Pokémon avec l'appli Pokémon Go. C'était le début de la réalité augmentée. Christophe Joly va nous raconter cette histoire incroyable et revenir donc à la genèse de cette appli qui avait marqué quand même l'été 2016 et les mois qui suivent. Merci de nous suivre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour réagir à tout ce qu'on raconte. C'est parti pour De quoi je me mêle et bienvenue. Et pour débuter le club de la presse IT, bien sûr, avec cette semaine Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda. Bonjour François. Très belle robe rouge en plus, superbe, magnifique. C'est l'été ou pas ? C'est l'été. En plus ça va bien avec le bleu clair de quoi je me mêle. Et puis en face, c'est Anthony Morel qui n'est pas mal non plus avec son petit t-shirt Goldorak. Ouais, et ma veste bleue. Et ta veste on est bleu, blanc, rouge là. C'est vrai, exactement. C'est pour préparer. On est bien. Pour préparer le 14 juillet. On est parfait. Évidemment. On est vraiment bien. Un t-shirt Goldorak, je le note, qui a été fait par un de nos auditeurs. Voilà. Et ça c'est top. Magnifique c'est incroyable. Il fait des compositions. Alors, comme je suis un très mauvais élève, j'ai pas noté son nom, donc voilà. Mais il fait des compositions extraordinaires sur tous les sujets pop, culture. Il m'en a fait un autre avec Naruto. Vraiment géniaux. Des petites compositions assez bien fichues. On a des auditeurs incroyables. Ouais, nos auditeurs ont du talent. Nos auditeurs ont du talent. C'est top. Alors, l'actualité du moment, elle est plutôt riche parce que entre Elon Musk qui lance une nouvelle société, entreprise d'intelligence artificielle où on comprend pas grand-chose en fait, on sait pas trop ce qui va se tramer, et puis l'arrivée de Bard, vous savez, l'intelligence artificielle générative de Google, on a pas mal de trucs à vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que Mélinda, tu as pu rencontrer le papa de Bard, en quelque sorte. Jacques Krasik. Voilà, Jacques Krasik. Tu as eu un entretien quasi exclusif avec lui pour qu'il t'explique un petit peu quelle est la genèse de Bard et à quoi ça va servir. Et puis après, Anthony nous dira un petit peu, parce que j'imagine que tu l'as testé. Je l'ai testé. Alors, on enregistre cette émission le jeudi. C'est ça. Donc, c'est arrivé ce matin. Oui, absolument. Donc, j'ai eu un peu plus d'une heure pour le tester. Donc là, je lui ai donné tout un tas de requêtes, etc. Mais je me suis bien amusé avec. Donc, c'est assez génial déjà d'avoir un concurrent de ChatGPT et de pouvoir l'utiliser de manière totalement gratuite, avec une interface, c'est Google, donc ils sont quand même assez forts, c'est très naturel, c'est très pratique d'utilisation. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est cool. Mais je suis assez curieux aussi d'entendre les arguments mis en avant. Et Melinda, on est d'accord que c'est la réponse de Google à OpenAI. Alors oui, c'est un peu des dossiers qui sont montés en parallèle. Ils ont un peu accéléré dessus. On sait que Google travaille depuis des années sur l'IA, c'est un peu leur moteur depuis très longtemps. Donc ce robot, il allait arriver. D'ailleurs, Jacques Krasik était derrière Google Assistant. Donc on voit un peu les passerelles assez évidentes pour développer Bard. Donc là, l'information, c'est que Google Bard arrive en Europe. Ce qui était, ça a été annoncé au mois de février, Bard, souvenez-vous, c'est lancé depuis le mois de mai partout, sauf dans l'Union européenne, parce qu'évidemment, on a quelques contraintes sur les utilisations, sur les données. Donc, ils avaient ça à gérer. Ils sont arrivés finalement un peu plus vite qu'on pensait au bout du processus. Comme il explique, il fallait surtout rassurer les régulateurs. Alors, c'est très drôle parce qu'il a un argumentaire qui rappelle tout le temps, c'est donner le choix, le contrôle et la transparence. C'est vraiment les trois arguments que lui veut donner à Bard pour expliquer, voilà, soyez rassurés, on va rien faire de mal de vos données. D'ailleurs, c'est vrai que tu as dû le voir, quand on commence à aller sur Bard, tout de suite, on vous dit, attention, vous savez, on peut regarder, tout est extrêmement bien expliqué. On demande ton accord. On demande ton accord pour absolument tout. Enfin, voilà, on sent qu'ils mettent des garde-fous absolument partout pour se voir rien reprocher. Il y a quand même des reproches. Ils veulent surtout pas franchir la ligne jaune, parce que OpenAI a parfois franchi. Quoi. Donc, on a vu le nombre d'entreprises qui se sont retrouvées dans la panade parce que leurs données étaient réutilisées. Faire très attention à ce qu'on écrit dans ChatGPT. Bon, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qu'on écrit dans Bard aussi, de toute façon. Bard est connecté directement. La grosse différence entre Bard et ChatGPT, c'est que Bard est connecté directement à Google, donc à des milliards et des milliards de données. Ça va beaucoup plus vite pour ça. Eux, c'est ce qu'ils avancent d'ailleurs comme argument.
on est un peu plus dans l'actualité que ChatGPT qui a besoin d'être nourri d'informations. Eux, c'est vrai que l'information, ils l'ont sous la main. Il faut juste bien connecter. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, Jacques Razic, on avait déjà discuté au moment à Google I.O., au moment du lancement un peu plus officiel de Bard. Voilà, ils étaient un peu, sur la défensive, on va dire, parce que ça arrivait. Ils avaient entendu tout ce qui était dit sur ChatGPT, sur Bing AI. Et puis, ils ont eu des mauvaises expériences au début, non? Le lancement était la démo, ça a été un carnage. En gros, c'était dans le lancement, tu avais une question qui était posée à Bard. C'était surtout le télescope James Webb, qui avait été le premier télescope à prendre une photo d'une exoplanète, ce qui était faux. Ce qui n'était pas vrai. Voilà, et donc, ça la fout mal dans une démo. Tu te dis quand même, il y a 2-3 mecs qui doivent vérifier au moins les résultats sur l'élément de démonstration. Visiblement, ça n'avait pas été fait. Comme quoi, c'était vraiment une démonstration en temps réel. Il n'y avait rien de préparé. C'était pas. Donc là, il vient à Paris donc nous expliquer que ça arrive. Donc aujourd'hui, la journée on enregistre. C'est cool qu'il vienne à Paris déjà. Alors, petite parenthèse, il fait le tour des popotes de tous les pays. Non, je pense qu'ils ont réglé surtout dernier détail avec l'Europe. Et donc, il en a profité après pour aller dans les pays un peu phares, donc l'Allemagne, l'Italie, la France, pour parler. Donc, c'est vrai que nous, on a pu s'entretenir. Vous pouvez retrouver sur le site. On a l'interview, on a une interview en vidéo et à l'écrit. Et alors, il est, comment dire, Google, c'est une boîte d'ingénieurs. Donc, ils sont tous très focus sur la technologie, la technique. Et lui, il a un côté un peu éthéré. C'est-à-dire qu'il parle philosophiquement, en fait, de Bard, sur ce que ça doit être. Donc, il parle d'un imaginaire augmenté. Il est très axé sur l'imagination. Il n'a pas arrêté de me dire, non, mais le cerveau humain reste l'ordinateur le plus puissant. Ça ne peut pas remplacer Bard, ChatGPT, tout ça, ne peut pas remplacer le cerveau. Parce que ça doit être, en fait, votre aide. C'est un accompagnateur. C'est un outil. C'est un outil qui doit aider à mettre en avant votre imagination. Il est extrêmement... Les mots importants chez lui, c'est transparence et imagination. Ouais, enfin, il dit ça pour pas faire peur non plus. Non, il y a aussi, c'est un peu de la com aussi, je pense, dans leur discours. Non, parce que ça se sent. Lui, il s'en sert. Il explique que maintenant, il est complètement accro à son truc. Donc, ça tant mieux pour lui. Il dit que ça doit... il dit non, je m'en sers pas. Non, par contre, ChatGPT, très bien. ChatGPT, souviens-toi que regardez, je l'ai sur mon iPhone. Ah, zut, c'est un pixel, pardon. Souviens-toi que chez Meta, tout le monde ne se sert pas du métavers, notamment. C'est vrai. Non, mais on sent qu'il a un rapport vraiment très philosophique à sa création. C'est vraiment pour lui. Alors, il a visiblement une vie de famille quand même à côté, mais il voit ça vraiment comme une aide. C'est pas un outil de remplacement. Nous, on entend tout le temps, oui, c'est bien, ça va écrire les articles à place des journalistes, ça va faire les voix au doublage. Alors lui, il explique que pas du tout s'il n'y a pas un humain derrière. En fait, ce qui est vrai, s'il n'y a pas d'humain. En fait, ça n'a aucun intérêt ce qui va être créé. Mais Linda, à quoi ça sert, Bard? Parce que, est-ce que c'est comme ChatGPT? C'est de l'intelligence artificielle, donc générative. Tu peux lui poser n'importe quelle question, il va te répondre. Tu peux lui donner on va dire des tâches à faire. C'est pareil, c'est exactement ChatGPT. Ah oui, c'est la même fonction. Enfin, c'est l'utilisation. Sauf que c'est connecté à Google. Voilà. Donc on imagine la puissance du truc. Comme GPT-4 aussi. Oui, il est pas connecté à Google, je crois, GPT-4. Il est plus nourri. Il est plus connecté à Internet, mais il n'aura pas la... Bing, non? Il n'aura pas la... non, Bing... pas à Google, mais il est connecté à Internet. Il est connecté à Internet, voilà. Google, Bard, sa force, c'est de récupérer toutes les données de Google, soyons clairs. Il peut tout faire. Alors, il m'a raconté une histoire qui est rigolote. C'est que donc lui s'en sert, les gens autour de lui étaient au courant. Aux États-Unis, ils l'ont depuis donc 2 mois. Et en fait, il s'est aperçu qu'il discutait avec son plombier qui s'en sert. Alors là, on se dit, pourquoi est-ce qu'un plombier se servirait de Bard? Ça n'a aucun sens. Et en fait, il se sert de la fonction pour expliquer aux gens. Il dit, parce que son plombier, il arrive, il va vous dire, voilà, merci, vous avez une fuite, ça fait 500 €. Il dit qu'en fait, il s'est servi de Bard pour apprendre à parler aux gens, pas à les rassurer, mais à leur expliquer sans détails techniques, de manière un peu plus empathique, qu'ils allaient douiller beaucoup. Et donc, il dit, il ne s'attendait pas du tout à des usages comme ça, parce que Bard, en fait, permet d'avoir des tons, d'avoir des tons différents. Je me sers exactement de cette fonctionnalité-là, moi. C'est-à-dire, effectivement, par exemple, quand j'écris un papier ou une chronique et que tu parles d'un truc, je sais pas, un effet de quelque chose de scientifique qui est parfois assez complexe. Ouais. Et je lui demande, explique-moi comme si j'étais un enfant de 10 ans. Et souvent, c'est hyper bien fait. Là, j'ai l'exemple en tête parce que je l'ai fait il y a encore 2 ou 3 jours où je parlais de l'effet Peltier pour fabriquer du froid, pour générer du froid, ce qui est un principe physique. Là, il faut réfléchir pour essayer d'expliquer ça. Je lui ai demandé, alors je te dis pas, j'ai pas copié-collé sa réponse, mais si tu veux, ça te donne même à toi, si tu veux, les éléments. Ah, ok, ça fonctionne comme ça. Et donc, tu vas pouvoir aussi l'expliquer derrière aux gens. Donc, c'est là où c'est fort. Là, tu l'as fait avec ChatGPT. Je l'ai fait avec ChatGPT, mais ce sera exactement la même chose avec Bard, évidemment. Bard, c'est pareil. Alors pour le moment, je crois que cette fonction-là, elle est en anglais.
la possibilité de donner une tonalité en fait à son texte, de choisir un peu. Ah oui, d'accord. Donc c'était drôle de C'est pas aussi sophistiqué que ChatGPT. ChatGPT te le fait en français, ça? Ouais, je crois. Il te Oui, le fait oui, en le fait en français. français. Ouais. Ça va Mais arriver. ChatGPT fait tout en français. Ah je oui, il crois. fait tout en Il fait tout en français. français. Là, ils ont déployé tout en français. Il y a les 3/4 des fonctions qui sont déjà disponibles en français. Hein. Et t'as y compris de l'analyse d'image d'ailleurs, hein, Ouais, comme sur ça y est, GPT-4, ouais. ça c'est important de le dire parce que c'est aussi l'une des valeurs ajoutées par rapport à la première version de ChatGPT, c'est le fait de pouvoir analyser non pas seulement du texte, mais aussi de l'image. L'exemple qu'il donnait, mais on peut en imaginer plein d'autres, c'est tu lui montres une étiquette d'une bouteille de vin, Ouais, c'est ça. il va te C'est ce qu'on a dire fait. avec quel plat tu vas pouvoir la servir, quoi, tu vois, ce genre de Ouais. choses. Mais en fait, c'est Google Lens. Ils se Oui, servent de Google Lens. exactement. Google Lens. Mais C'est en fait, plusieurs briques technologiques qui c'est existent déjà. l'avantage de Google aussi par Ouais. rapport à ChatGPT, où ça va aller très très vite, c'est qu'ils ont tellement d'outils, quand ils vont vraiment se mettre à tout rassembler. Moi, je lui demandais, je lui dis, mais en fait, l'avenir évident, c'est que ça remplace Google Assistant dans les objets connectés. Alors pour le moment, Bard n'est pas capable de comprendre une requête verbale. Ouais. Donc, il peut là, la nouveauté, des nouvelles fonctions qui arrivent, il peut lire, lui, ce qu'il vous raconte, mais il ne peut pas encore comprendre. Le jour où il comprend, Ouais. enfin, dans logique. tous les objets connectés, Et puis ça va être... on va pouvoir l'intégrer, je ne sais pas s'il en a parlé de ça, mais de la même manière que Microsoft a intégré ChatGPT dans toute la suite logicielle de Microsoft, j'imagine que pour Google Docs, ça va être exactement la même chose et qu'on va pouvoir avoir du Bard dans tous les... Voilà. Le traitement de texte, le tableur, enfin voilà, Mais le c'est ça. PowerPoint, l'équivalent de PowerPoint. On l'avait vu à Google I.O., ils avaient commencé à en parler. Ça va être déployé d'ici la fin de l'année. Alors, c'est déployé évidemment pour les Google Workplace d'abord, donc les entreprises. Ça arrive dans Gmail. On va pouvoir, en gros, avoir un suivi de mail. C'est vraiment un secrétaire, quoi, un assistant qui va vous prendre vos mails, vous dire « Ah, attention, là, il y a un mail avec 10 réponses, vous avez oublié d'y répondre. Voilà ce que les autres ont dit. » Et de la même manière que ChatGPT, on le voit, la force de ChatGPT, c'est le prompt. C'est la manière dont tu poses la question et dont tu exposes ton problème pour que GPT-4 ou 3.5 comprennent vraiment ce que tu veux pour te répondre le plus correctement possible. C'est pareil pour Bard. Ah oui, Oui, c'est c'est la pareil, clé. c'est la même chose. C'est pareil. Ok. C'est pour ça que tu as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut toujours un humain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des différences de gain de productivité d'une personne à l'autre en fonction des prompts que tu donnes et de la capacité de l'humain à donner le bon prompt pour obtenir la bonne réponse. En fait. Ça, La façon dont tu le nourris. Hyper important. La façon dont tu le nourris, c'est extrêmement important. Ouais. C'est là où je te dis qu'il a quelque chose de très philosophique qui est marrant, parce que c'est en décalage, mais c'est vraiment ça. Il t'explique que si toi, derrière, tu n'es pas capable de t'en servir correctement, en fait, Bard va être bon si les gens sont bons. Si tu as une idée, il dit c'est votre idée, la résolution d'un problème que vous cherchez, en fait, c'est là où il accompagne et il amplifie l'imagination, C'est ça qui est l'imaginaire. fascinant, c'est-à-dire que si tu le stimules, il sera encore meilleur. Mais bien sûr. Parce que je pense que c'est intéressant. la plupart des gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme Basiquement. Google. Remarque, je te dis ça, mais on le faisait juste avant le début de l'émission. J'étais en train de lui demander est-ce que tu sais qui est François Sorel? Ce qui est débile parce que franchement, c'est pas vrai. Tu vois, tu peux demander la même chose à Google et il te répond. En fait, c'est pas ça la valeur ajoutée. Non. En fait, Non, dans un non, truc comme non. celui-ci, ça va beaucoup plus loin que ça. D'un point de vue stratégique, je trouve intéressant aussi le fait que Google ait fait une séparation très nette entre Bard et le moteur de recherche. Ils ne l'ont pas intégré à la page du moteur de recherche. Peut-être que ça arrivera à un on moment. peut faire. Alors voilà, on voit, pour ceux qui ont l'image, on voit ce bouton Google It. En fait, alors moi je trouve que c'est aussi un moyen pas de se dédouaner, mais de se protéger. C'est-à-dire que vous faites des recherches. Bard vous donne toute une série de réponses avec des éléments, des informations. Voilà, si on cherche sur un sujet, il va donner des réponses. Et en fait, ce bouton Google It, c'est pour aller plus loin. Et ça rebascule sur le moteur de recherche avec des sources qui doivent être, en fait, en gros, à mon avis, les sources de l'article. Mais par rapport à Bing, on n'a pas les sources quand on fait une recherche sur Bard. On ne sait pas d'où il tient ses informations. Il les sort comme ça. En fait, ce bouton Google It, c'est un peu ça. C'est allez regarder là-bas, on s'est inspiré de ça. Il y a un peu plus d'infos. Donc, c'est aussi un moyen de se protéger. Ouais. Et en effet, c'est pas dans Google, mais on sait que dans Search, ils veulent le mettre. De toute façon, Bard va être partout. La force de Bard, finalement, après, il faut voir si la qualité en fait, des réponses est aussi fine que ChatGPT, c'est que c'est connecté donc à Google, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, en fait, on est dans l'actualité. Hein. Oui. Et demain, lorsqu'on pourra... moi, je fantasme en me disant, demain, tu lui dis, prépare-moi un week-end à Barcelone pour 2 personnes, on part de telle date à telle date, trouve-moi l'avion, l'hôtel et les trucs à faire. Moi, il va créer ton voyage. Moi, je l'ai fait avec GPT, ça. Tu le Et fais ça le fait déjà. Ah bah, il ça le fait commande. pas mal. C'est intégré à... Non, il te commande pas, par contre. Non, Voilà. c'est ça le Alors, truc.
T'as raison, c'est Ça parce arrive. que demain, t'as raison, c'est toute la clé. Parce que demain, dans Ouais. Google, étant donné que ça existe déjà dans Google, les résultats Google, tu as déjà le prix des billets, etc. Je suis sûr que la Là, ils donnent les prochaine prix, étape... mais t'as raison. L'étape d'après, l'étape importante, ce serait d'intégrer ça, je sais pas moi, qui s'allie avec Expedia ou Podo Ouais, ou des boîtes comme Bien ça, sûr. et qu'en gros, une fois que ChatGPT ou Bard t'as fait ton petit package vacances, tu dises valider, il te réserve tout, allez c'est parti, Alors, paye avec ta package, c'est carte, parti. et puis voilà, c'est Ça, ce réglé. sera Mais ça extraordinaire. va arriver. Mais ça va Les arriver, garçons, c'est ça obligé. arrive et ça existe déjà à moitié. En fait, Expedia et Booking ont intégré ChatGPT dans leur moteur de recherche de vacances et ça arrive en fait. Mais il faut que tu utilises Expedia, faut que tu ailles, c'est pas via une recherche Mais sur Bard en ou fait, ChatGPT en gros, que tu veux. ils sont en train de développer ça chacun de leur côté. C'est-à-dire, je crois que c'est aux États-Unis, c'est déjà disponible, de dire, ben voilà, je pars, je ne sais pas, en Espagne du 1er au 5, je veux faire Madrid et Barcelone, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai tant de budget, tac, 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 tu sors. Là, sur Bard, je l'ai fait. J'ai dit, voilà, je veux partir 10 jours aux États-Unis, côte ouest. Dis-moi les choses importantes à faire entre telle ville et telle ville. Et là, il m'a sorti Il t'a sorti tout mon le parcours. Ouais, ça, c'est Bah bien. oui. Le next step, il est évident, c'est Ouais. dans Google Maps, Voilà. je vais te faire ton tracé. On vous a Et loué puis- telle voiture, on peut vous louer telle voiture à tel prix, etc. Les Mais ouais. hôtels, les itinéraires, etc. Mais Google Maps sait déjà le faire Ouais. sans Bard. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il est capable de vous donner Ouais. des C'est étapes simplement et de une vous dire les collection points à faire, là. importants. Évidemment. Une fois qu'ils auront Ouais. tout plugué, ça va être C'est ça, monstrueux. hein. c'est ça qui est hyper important en fait, parce que beaucoup de gens, non c'est vrai, il y a eu un côté effet surprise au lancement de ChatGPT, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu lassés en se disant bon bah voilà c'est rigolo, Oui, je me suis voilà. amusé avec le chatbot, mais en fait ça va tellement au-delà de ça, Ça fait c'est-à-dire un que peu là, penser aux assistants vocaux. Au début, on est tous étaient un peu fous parce qu'on disait, ben Mais voilà, oui, quelle c'est heure il est, Ouais. allume une lumière et tout. Et puis après, tu t'en sers moins parce C'est que ça. tu épuises en fait, les usages intelligents Ouais. et intéressants. mais je pense que du coup ça devient c'était naturel. un Et ça devient un naturel ratage derrière. pour ça les assistants vocaux de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas réussi à aller au-delà. C'est ça. Amazon par exemple avait des ambitions beaucoup plus vastes que ça, intégrer des fonctionnalités liées à la santé, analyser Oui, ta ça voix allait pour te peut-être dire. trop loin. Ouais, mais Anthony, Peut-être que ça allait trop loin. regarde un Mais peu là, Bard pour le coup, on peut aller connecté très très loin. Mais Bard connecté à Google Home et à ton assistant C'est vocal, ça. Oui. ça va être terrifiant. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans ta Terrifiant ou cuisine. génial. Non, enfin terrifiant, j'exagère. Ouais. Mais c'est vrai que tu vas dans ta cuisine, tu vas pouvoir préparer ton voyage en 2 phrases Non, mais finalement. tu vois, par exemple, là, ils me font une démo en français. Quand j'étais là chez Google, ils me font démo. Quelle est la bonne routine pour s'endormir? Et donc là, Bart te sort tout un truc, baisser la température, blablabla. Je dis, attendez, vous imaginez ça relié à ton Google Home, relié à tous tes objets connectés que tu peux avoir dans ta chambre, les éclairages, la température. Et là, Bard, il va me dire, non, mais dans votre chambre, il fait beaucoup trop chaud. Si vous baissez de 2 degrés, ça ira mieux. Et puis, j'ai noté, en suivant votre cycle de sommeil, que vers 4-5 heures, vous aviez tendance à avoir un sommeil plus léger. Faites ci, faites ça. On va vers ça, en fait. Ouais. On parle quand même d'un outil, globalement, qui Ouais. a quand même moins d'un an Mais- de vie. Bard, ça a 3 mois. Ouais. On voit où on en est déjà, ChatGPT et Bard. Et ce qui est C'est dingue. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est gratuit. Ouais. ChatGPT, enfin GPT-4 est payant. Absolument. Donc, ça va être intéressant de voir aussi comment Google va gagner des parts de marché sur ce truc-là, comment ils vont le monétiser, parce que c'est encore un grand secret. Enfin, Les franchement, on ne voit entreprises, pas. auprès des entreprises. Auprès des Ouais, entreprises. quand, ça Donc, va les être parties- injecté, c'est au niveau, c'est avec des API, des choses comme ça, qui vont le monétiser, dans Ouais, mais les ça peut- entreprises qui vont le mettre dans des services et des choses. Ouais. Mais Ça ça va peut être pas. Est-ce comme que ce le sera chatbot à l'époque, suffisant? comme Enfin, le tu vois, chatbot. Google, le truc, c'est que la différence avec Microsoft, c'est que Google, vraiment, la recherche, c'est leur cœur de métier. Et donc, ils ont besoin de générer beaucoup de cash avec ça. S'ils n'arrivent pas à le monétiser auprès des utilisateurs, pour moi, il va y avoir quand même Ouais, un souci. un vrai D'autant que les recherches, quand tu fais une recherche sur Bard ou sur ChatGPT, ça leur coûte beaucoup plus cher que quand tu fais une recherche Ouais. traditionnelle sur Google. Parce que là, On oublie ça mouline, hein, ça y va. Je sais Ouais, plus, dans les j'ai data plus le chiffre centers. exact, mais je crois que C'est c'était pour 10 ça fois que plus cher. c'est pour ça que le commerce va fatalement arriver sur Bard, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça sera le voyage, ça sera peut-être, je sais pas moi, trouve-moi une télé 55 pouces Alors, au meilleur rapport qualité-prix du moment, Exactement. etc. Il va te sortir des trucs. Et quand tu paieras, là, Google, il y aura On un aura des lien liens d'affiliation, comme On- d'habitude. On a Je vu pense ça, que ouais. c'est vers ça, enfin, c'est la direction dans laquelle on va. On a vu les démos, ça, Google I.O. Ils nous ont montré justement sur le search. En gros, toi, tu fais ta petite recherche et tu dis, là, il fait très chaud, j'ai besoin d'un climatiseur pour une pièce de 50 mètres carrés, mais j'habite là, je voudrais pas aller le chercher à plus de 2 km. Enfin, ça va Et être ça, top. ils nous sortaient. Et Ça, ben, c'est terrible. là, on avait tout et on avait sur le Google, un Mais équivalent ça, quand Google ça va arriver Shopping. dans la voiture avec la voix, ça va être terrible. C'est incroyable. Terrible. Ouais. Non, mais Enfin,
Enfin, je veux dire, trouve-moi un restaurant qui est à 500 Génial. mètres où je peux manger des burgers avec une note de plus de 4,5. Ouais, c'est Ah, mais ça. c'est Tu ça, vois, et tu vas te retrouver avec un truc. Mais dans l'absolu, Et là, il va analyser tes données de santé, il va dire oui, mais Tu ferais mieux pas. avec votre avec votre taux de cholestérol, vaut mieux que tu ailles prendre. ouais. Vaut mieux que tu ailles Il prendre y a un truc resto vegan. vegan juste à côté, hein, Mais- donc c'est beaucoup mieux. mais dans l'absolu, on a déjà toutes ces infos à portée de main. Mais Mais oui, oui. c'est On la, est c'est la juste- on a formalisation. juste en Non, fait. mais c'est l'interface. Mais c'est la mise en flemme forme. de C'est le chercher. l'interface. Mais oui. C'est l'interface. Et dans ta voiture qui est dans ta voiture autonome, tu seras bien aussi pour le dire. Allez, emmène-moi au restaurant. J'ai autre chose à faire. Là, faut que je regarde. Il faut que je travaille dans ma voiture. Hop. Non, mais c'est Elle te dira pas tout de ça est problème, fascinant. François. Je t'emmène. Tout ça est fascinant. Ah, mais c'est génial. Et on va voir un petit peu où ça nous mène. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que il y a une vraie concurrence maintenant à ChatGPT. Et on va voir comment les deux s'en sortent. En attendant, c'est Euh, Elon Musk, du coup. oui, alors justement, belle transition. Oh là, Parce que magnifique. l'autre actualité de ces dernières heures, c'est eh bien, la communication un peu toujours évasive et surprenante d'Elon Musk qui, avec un tweet, dit que ben voilà, ça y est, je lance mon entreprise. Alors, c'était quoi son terme? C'était un terme un peu bizarre de... C'est quoi, le nom de l'entreprise? Oui, alors non, c'est XAI. XAI. Mais elle est non woke. Surtout. Ah oui, c'est ça. Elle est Non, il woke. dit, alors, c'est une entreprise qui va nous aider à comprendre la vraie nature de l'univers. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Là, ça. c'est une entreprise En qui... toute modestie. Non, tu mais vois. et surtout, c'est incompréhensible, ces Non, trucs-là. C'est C'est Elon incompréhensible. Musk. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Elon Alors Musk. peut-être que vous qui nous écoutez, comme encore une fois, il y a un décalage là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un tweet et le site de l'entreprise est maintenant public. Donc tu as une page internet qui te dit voilà, XAI, on veut vous aider à mieux comprendre la vraie nature de l'univers. Un appel à candidature. Il nous montre aussi avec qui il a créé cette entreprise. Donc c'est que des pontes de l'intelligence artificielle, que des mecs qui sont passés par Google, DeepMind, OpenAI. Ouais, ça, on peut pas lui enlever. Hein. Ah non, Il prend bah, toujours la crème de la crème. Top level, il y a aucun souci de ce point de vue-là. Après, le truc, c'est qu'il doit donner tous les détails. Donc vendredi, donc demain soir pour nous, vendredi soir, dans un space sur Twitter, où il devrait en dévoiler un petit peu plus. Ce qu'on peut imaginer par rapport à ce qu'il a déjà tweeté auparavant, c'est qu'il va nous sortir en fait une sorte de concurrent de ChatGPT. Oui. Il va nous sortir son IA, t'as raison, non woke, puisqu'on sait que On sait que c'est une IA qui est un peu trop gauchiste à son goût, qui est un peu trop aussi inféodée à Microsoft. On sait que, faut rappeler que Musk, c'est l'un des cofondateurs d'OpenAI, mais qu'il est sorti du projet OpenAI sur des désaccords de fond. Il était financier, il avait financé, il était dans les investisseurs, Absolument. fondateurs Et investisseurs. maintenant, avec Sam Friedman, bon, ça se chamaille un petit peu, quoi. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il a à proposer. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est encore une fois Elon Musk, mais le roublard que c'est, mais il est incroyable, quoi. Parce que vous vous souvenez quand même qu'il y a 3 mois, il nous bassinait pour dire Voilà. non, mais l'IA, faut arrêter tout, les gars, c'est trop dangereux. C'est lettre ouverte signée avec 1000 On l'a personnalités de l'intelligence artificielle pour dire pendant 6 mois, les gars, on fait un moratoire, c'est trop dangereux, vraiment, on s'arrête. Et on sait maintenant que cette entreprise, il l'avait déjà enregistrée dans l'État du Nevada au moment où il signe la lettre, qu'il était en train d'acheter Ouais. des milliers de GPU, de processeurs graphiques, qui sont les cerveaux de l'intelligence artificielle, au moment où il signe la lettre. Il se fout du Mais- monde. Ouais, mais non, il est non, Honnêtement, incroyable. on l'avait vu venir. On Oui. s'était gros comme une maison, qu'il était en train de préparer la même chose et que son moratoire, c'était juste pour avoir le temps de rattraper justement OpenAI qui était en train de filer, Bing qui était en train de leur coller au basque. Après, Ouais. méfions-nous quand même d'Elon Musk. Je pense qu'il en a encore sous le pied. Qu'est-ce qu'il va faire de ce truc-là? C'est la question. Est-ce que c'est, on va dire, une brique supplémentaire qui va s'accrocher, par exemple, à Neuralink, qui va s'accrocher à Twitter? Sans doute. Alors il dit que ce sera une entité séparée, mais qui travaillera étroitement avec Tesla et avec Twitter notamment. Il a pas cité Rappelle-toi de ce Neuralink, mais- robot humanoïde là, qui nous est rigolé. Optimus. Voilà, Optimus. La dernière version est un peu mieux. hein, Elle est mais, un peu Elle était mieux. un peu plus fluide, la Elle est dernière un peu plus version, fluide, mais imagine, tu connectes ce truc-là, Bien sûr. le chat GPT d'Elon Musk. toutes ces briques, finalement, ouais. ça a du sens en réalité. Quand Évidemment. on regarde évidemment tout ce Mais- que fait Elon Musk, voilà, les briques vont se connecter les unes avec les autres. Et tu as raison, c'est-à-dire que si tout ça s'injecte à un moment dans le robot Optimus, ça nous promet des Non, mais bien. soirées assez flippantes. C'est sûr qu'il ne pouvait pas passer à côté. Non. Enfin, quand on voit le bonhomme, déjà, tous les sujets du moment, il essaye de les embrasser. Là, c'est de l'intelligence artificielle. Il allait dessus. Après, il n'est pas improbable qu'on s'aperçoive que ChatGPT étant quand même OpenAI, étant quand même en open source, il y a une grosse base qui lui a permis d'accélérer aussi son IA. Après, est-ce qu'il va en faire la même chose? Je ne suis pas sûre qu'il ait les mêmes velléités d'utilisation. Je suis d'accord. C'est vraiment pour trouver un lien entre toutes ces activités. Ouais. Il a besoin de ça pour la voiture, il a besoin de ça pour son robot.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que Mais ce ne sera autant, pas du niveau, à mon avis, de ChatGPT. autant ou, OpenAI et Google mettent des garde-fous en termes d'idéologie, voilà, enfin, tout ça est très bien bordé. Je pense que Elon Musk, lui, ça va être tout à fait l'inverse. Et Alors- si tu veux créer une bombe avec, Ouais, peut-être. Alors, avec son XAI, je pense pas que... ouais, mais on pourrait dire à l'inverse. Moi, je prendrais un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, Ouais. c'est-à-dire que en termes d'idéologie, en réalité, ChatGPT. Alors, Bard, il faudra tester. Mais enfin, je serais pas étonné que ce soit un petit peu la Oui, même chose. oui, bien Il y a sûr. une idéologie sous-jacente Tout à qui fait. effectivement est plutôt de Et woke. tendance à gauche. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr. enfin, je veux dire, il y a 10 C'est 000 clair. tests qui ont été réalisés et on se rend compte sur les réponses qu'ils donnent que voilà, ça a été créé avec des valeurs Tout à qui fait. vont dans le sens du progressisme. Voilà, on peut dire c'est bien ou on peut dire c'est Non, mal. non, mais en non, tout cas, non, ça va dans ce sens-là. mais il y a une couleur, en tout cas. Il y a une couleur. Donc, Oui, est-ce c'est- que Elon Musk, est-ce qu'il va vouloir rééquilibrer la balance et donc avoir une IA entre guillemets de droite, ou est-ce que ça va être simplement en mode libertarien total, un peu comme sur Twitter, donc en mode Ouais. foutraque, on laisse faire tout et Free n'importe quoi. speech de l'IA, ça Free promet. speech complètement. Non mais voilà, mais Ça ça va va être être chaud, intéressant hein. aussi. Ça va être intéressant à observer. Mais moi je trouve que c'est pas, enfin c'est pour ça aussi, on disait c'est important qu'il y ait de la concurrence de toute façon sur ce secteur et on pouvait pas se contenter du fait qu'il y ait que ChatGPT. C'est très bien que tout le monde y a. Joli. Que tout le monde y aille. Donc que ce soit Google, on parle de Musk, mais il y a aussi des startups. On parle de Anthropic, tu sais, il y a une startup En qui a levé France, plus on en d'1 a, ouais. milliard de dollars, qui est absolument incroyable avec son modèle Claude. En France, on a Hugging Chat qui est en train de se monter. On a 2 ou 3 projets qui sont aussi très prometteurs et qui veulent le faire en français parce que c'est très important aussi. Il y a aussi du soft power derrière tout ça. Il faut qu'on ait des modèles en français qui apprennent en français, etc. Il y a de la concurrence qui se met en place, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur l'idéologie, sur la façon dont ces algorithmes sont conçus. C'est bien qu'on ait une offre assez large et à la fin c'est l'utilisateur final qui sera Ouais. gagnant de tout ça en réalité. Alors, au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas plus d'informations, mais il semblerait que le vendredi après-midi, donc après la mise en ligne de quoi je mail, il y aura des questions-réponses concernant cette nouvelle entreprise. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin à l'heure où on enregistre ce podcast. On s'en Donc, reparlera. on en saura plus sans doute la semaine prochaine. Dans l'actu aussi, alors puisqu'on est toujours dans ce domaine de l'IA, etc., vous savez que on parle beaucoup de voitures autonomes, de robots, etc., etc. Ce qui est intéressant, Anthony, c'est que tu as évidemment creusé un peu le sujet et on se retrouve avec des situations assez ubuesques où il y a des gens qui sont contre ces voitures autonomes et qui le font savoir. Ah ben, à San Francisco, notamment, on a la révolte anti-voitures autonomes en ce moment. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que San Francisco, c'est vrai que la voiture autonome, chez nous, ça semble un truc un peu éthéré, un peu lointain, même si les réglementations sont en train de changer. Mais à San Francisco, c'est une réalité depuis plusieurs années, que ce soit Waymo ou Cruise. Donc, Waymo, c'est Google et Cruise, c'est General Motors. Il y a des robotaxis qui circulent, qu'on peut commander aujourd'hui, qui sont en phase de test depuis plusieurs années. Ça fonctionne. Sauf que là, depuis quelques jours, eh bien, on a un groupe de militants, d'activistes qui s'amusent à paralyser les voitures autonomes en mettant des cônes de chantier sur le capot. Alors, ce qui est assez rigolo, entre parenthèses, c'est-à-dire que tu as vraiment des trucs qui sont dopés aux algorithmes les plus puissants du monde, mais tu mets un cône jaune et orange et blanc sur le capot et elle est morte. La voiture, elle peut plus bouger, elle est complètement immobilisée. Et donc, ils font ça visiblement pour protester contre l'extension possible de l'expérimentation dans San Francisco et en disant mais on en a ras-le-bol de ces voitures autonomes qui, alors elles ne créent pas des accidents à proprement parler parce qu'elles sont plutôt plus sûres en fait que des conducteurs humains. En revanche, des fois elles se comportent de manière complètement erratique, elles bloquent les transports d'urgence, elles se mettent sur les voies de bus, des fois elles se regroupent à des intersections, tu ne sais pas pourquoi, elles se mettent à bugger et s'arrêtent et bloquent toute la circulation. Et donc, il y a ce truc de... On croyait que c'était la machine qui allait se rebeller contre l'homme. Dans tous les bouquins de science-fiction, c'est ça. Mais en fait, c'est l'homme qui se révolte contre la machine, qui en a ras-le-bol. Alors là, c'est un exemple, et on va dire presque amusant à San Francisco. Mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans, dans la ville de Chandler, en Arizona, qui est l'une des villes test pour Waymo, pour les voitures autonomes, c'est la police qui indiquait des dizaines de cas d'agression contre les voitures autonomes, c'est-à-dire de gens qui leur jettent des pierres, qui crèvent les pneus, qui leur font des queues de poisson, avec en fond, j'allais dire, toute une crainte autour, enfin tu sais, tous les fantasmes autour de l'IA qui va nous remplacer, prendre nos emplois, etc. Et donc il y a une révolte finalement contre l'intelligence artificielle qui rappelle un peu, pour ceux qui aiment bien l'histoire, le mouvement des Ludites au 19e siècle, tu sais, qui étaient ces artisans qui cassaient les machines, les métiers à tisser parce que ça menaçait finalement leur existence et leur métier. Bah là, c'est un peu une résurgence de ces mouvements. Ça me fait penser un peu, tu sais, à tout ce vandalisme qu'il y a concernant les opérateurs télécoms aussi. C'est-à-dire que
Alors bon, là, il y a des considérations, on va dire, sanitaires qui sont même pas avérées, en fait, hein, parce que... Il y a beaucoup de fantasmes en fait. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui détruisent le progrès, voilà, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer. Ouais. On se souvient aussi, tu te rappelles de cette station Starlink qui devait arriver dans un village, je crois, de breton, et tout le monde s'est mis vent debout pour pas que ça arrive, alors qu'en fait, ça a apporté, je crois, beaucoup d'argent à la commune, parce que évidemment, Elon Musk allait payer des taxes, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont contre en fait le progrès technologique. Est-ce que c'est bien ou pas? On n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que bon, finalement. Ouais. Après, vas-y. Je pense qu'à San Francisco, il y a un autre problème au-delà de la technologie des voitures. Oui, je pense c'est une ville qui est vraiment en crise depuis quelques années. Bien sûr, avec beaucoup de homeless, beaucoup de pauvreté. Il y a une explosion de la pauvreté dans San Francisco. C'est impressionnant. Il y a déjà eu des premiers dégâts entre guillemets faits par l'explosion de la Silicon Valley. Les loyers avaient explosé, les San Franciscains d'origine ont tous bougé. Et donc, ça fait quand même des années qu'ils ont... Et le Covid a été le coup de massue. Le centre-ville, il faut savoir que le premier problème qu'ils ont eu sur la circulation, c'est que toutes les rues sont en contresens. Donc, c'est un enfer pour circuler, que tous les magasins sont en train de fermer. Enfin, il se passe une révolte à San Francisco qui gronde, qui va au-delà. Et je pense que ça, c'est vraiment la première expression. Ils en ont marre, en fait. Ils en ont vraiment marre. Il y a eu d'autres exemples. D'ailleurs, on se souvient, je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, où justement, à cause de la gentrification, de l'explosion des prix des loyers, parce que, évidemment, tu as tous les cadres de la Silicon Valley qui vivent là. Tu as des mecs qui jetaient des cailloux sur les bus de transit qui allaient vers le siège d'Apple, de Google, etc. Donc, tu as eu ça. Ils ont eu les smart. Moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup à San Francisco. Pareil pour la gentrification. Eux, pour eux, le symbole extérieur, c'était les smart. C'est-à-dire, vous voyez les smart, nos voitures, toutes petites. Aux États-Unis, c'est vrai que ça, c'est ridicule, le niveau format. Et donc, ils s'amusaient à les mettre debout. Donc dans la rue, dans toutes les rues de San Francisco, dès que vous croisiez une Smart, elle était debout. Et en fait, c'était un signe de rébellion contre cette gentrification. Donc on avait plein de petites Smart à la verticale. C'est un peu voilà, c'est les gilets jaunes de la Silicon Valley un peu quoi. C'est une ville de rebelles, San Francisco de base historiquement, mais voilà. Mais c'est vrai que les taxis. Mais c'est vrai que c'est une attaque contre tous les symboles effectivement. Mais c'est vrai que les évolutions technologiques vont tellement vite aussi que on peut comprendre qu'il y ait des gens qui se sentent un peu dépassés aussi, tu vois. Non, c'est clair. Mais je trouve ça drôle quand même, le coup de savoir qu'une avancée technologique peut être arrêtée par un peu de chantier. Moi, ça me fait rire. Oui, c'est vrai que c'est quand même... basique. Les gars, ils ont creusé des trucs et tout, la voiture coûte une fortune. Ils l'ont pas vu venir. Tu mets un plomb sur le coffre et la voiture s'arrête. C'est drôle. Mélinda, on va terminer avec toi parce que tu es venue avec un petit joujou qui... J'essaie de vous l'activer, mais comme... Qui vient d'arriver. Ouais. Voilà. C'est le Nothing Phone 2. Le retour de la vengeance. Nothing, ça vous dit, à mon avis, rien, c'est le cas de le dire pour beaucoup de nos auditeurs. Désolé, c'était facile. Derrière, on trouve en fait les anciens de OnePlus. Ceux qui avaient créé OnePlus en 2013, donc Carl Pei notamment, qui était une des figures très en avant de OnePlus. Oui, personnalité très respectée, voilà, qui a ses fans, c'est rigolo, ce gars-là. Il est un peu un gourou à l'époque. OnePlus, c'était, vous savez, ils avaient une stratégie en ligne, donc ils communiquaient énormément en ligne. Pour avoir les premiers OnePlus, à l'époque, il fallait avoir reçu une invitation pour avoir le droit. Et tout le monde s'arrachait ses invites, c'était un truc de fou. Mais c'était des très bons téléphones à 350 euros. Là, je vous le dis tout de suite, on est beaucoup plus. Mais ils ont gardé en fait cette volonté. Carl Pei a toujours dit, je veux faire en fait un iPhone sous Android. Alors le design, il n'y a aucun doute possible. C'est vrai, ça ressemble vraiment. Il faut le décrire quand même. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est un iPhone avec 2 capteurs auto. Non, qui est génial. La tranche ressemble vraiment à l'iPhone. C'est-à-dire que tu le vois de profil. C'est un iPhone, mais en fait, il y a une logique derrière Nothing, c'est que depuis le début, ils ont commencé par faire des écouteurs. Il faut le rappeler. C'est un fan d'audio. Transparent. C'est un fan d'audio, Carl Pei, et il voulait absolument faire des écouteurs chez OnePlus. Ça n'a pas marché super. Il monte sa nouvelle société, donc Nothing en 2020. Premier axe, le son. Pourquoi ? Déjà parce qu'il a dans ses investisseurs Tony Fadell, le papa de l'iPod, Teenage Engineering, qui est pareil, une entreprise suédoise tournée vers le son, Google Venture, il a des gros actionnaires derrière lui, le patron de Reddit, le patron de Twitch, pour monter quelque chose qui va vers le son avec un message, la transparence. Les écouteurs sont transparents, le boîtier est transparent. Je les adore, moi. Ils sont super bons. Ils sont super, excellent. Et puis ils sont très très beaux parce que tu vois à l'intérieur les composants électroniques. Mais c'est vraiment super bon. Mais sur celui-ci aussi, et c'est drôle parce que honnêtement, il n'y a aucun intérêt à le voir. On est d'accord. Alors eux aussi sur le smartphone, il y en a un peu plus puisqu'ils ont au dos ce qu'ils appellent l'interface glyph.
Alors, pour ceux qui verront les images, c'est pour que vous n'ayez pas le nez tout le temps sur votre écran. C'est-à-dire que si vous posez votre smartphone, l'écran sur la table, si vous avez des notifications importantes qui arrivent, ça va faire des LED qui s'allument. Sur cette deuxième version, en plus, c'est encore plus segmenté. Donc, c'est un contact important vous appelle, c'est une LED. Une notification parce que vous avez votre commande qui doit arriver, ben vous pouvez suivre. C'est très drôle. Vous faites une commande Deliveroo, Uber Eats, n'importe. En fait, vous avez l'avancée, la progression du livreur selon la LED, si elle est plus ou moins complète. Pareil, si vous avez un minuteur, mettez un minuteur sur 3 minutes. Ben voilà, ils ont joué là-dessus. Parce qu'ils veulent être, mais ça, c'était déjà chez OnePlus. Hein. Ils veulent vraiment que vous détachiez votre smartphone. Ça doit être une aide, mais pas forcément le nez tout le temps dessus. Mais Linda, mais juste après, au niveau hardware, etc., on est dans les standards aujourd'hui de la technologie, oui, appareil photo, écran, etc. On est sur du haut de gamme. Alors, on n'est pas au niveau des iPhones, du Samsung Galaxy S23, des choses comme ça. C'est Pixel. On est sur du Pixel Plus parce qu'on a quand même un Snapdragon 8 Plus Gen 1 dedans. D'accord. Donc, c'est quand même pas... Un flagship killer, comme on Voilà, appelle c'est un flagship killer. Le flagship killer. Mais c'est vraiment une philosophie. Vous voyez, par exemple, si vous voyez là sur le truc, si vous l'avez en main, l'interface peut passer en monochrome. C'est pour ne pas être perturbé par le fait qu'on ait des icônes avec des couleurs dans tous les sens. Ça, tu peux le faire sur tous les téléphones. Ah ben maintenant, au monochrome, pas complètement. Et tu peux effacer le nom des apps. Je l'ai sur tu Android. peux le mettre sur alors sur Android, c'est possible parce qu'il y a aussi tu te mets en cette mode couché, inspiration. t'es en noir et blanc. Ah oui, mais là, c'est en permanence. Oui, Toi, tu peux le aussi. laisser en permanence Ah oui, sur tu le peux le laisser en Pixel. permanence, bien sûr. Mais, ouais, voilà, mais ils absolument. vont sur cette idée de se détacher et d'aller à l'essentiel. C'est un très bon appareil photo. Franchement, c'est un téléphone qui vaut le coup. On est autour de 700 €. Donc, vous voyez, on est quand même sur de 700-800 €. On arrive quand même sur du haut de gamme. Mais la philosophie est bonne. L'appareil est très bon. Ah ben voilà, tu vois, tu passes un peu comme ça. Ouais. Et eux, pareil. Et tu peux... Mais ça marche très bien, effectivement. Et ça marche très bien pour se détacher. Les widgets, on peut mettre un max de widgets. Alors, pour ceux qui ont Android ou iPhone, pour aller à l'essentiel. C'est ça. Ça sort quand et à quel prix ? Alors, ça sort à la fin du mois. Je te redonne les prix bien parce que je les ai plus en tête. On est autour de 700 €. Il y a trois versions. D'accord. 228 à 512 gigas en noir ou en blanc. Après, il faut voir la qualité de l'appareil photo. 21 juillet. L'appareil photo, moi j'ai commencé à faire quelques photos. Franchement, c'est Ça a pas l'air pas mal. Oui. D'accord. Mais il y a 2 capteurs. Hein. C'est deux de 50 au dos. Mais voilà, l'intérêt, c'est cette interface. Oui. C'est vraiment la philosophie du produit, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il est saturé de smartphones. Bien sûr, oui. oui. Il y a beaucoup de smartphones à tous les prix. Il faut essayer de trouver quelque Sur chose. Là où ils sont raconter très notre bien, c'est histoire. sur le design, parce que justement, ça leur permet de se différencier. Quand il y a le Sur des discours pixels. marketing derrière et tout, et c'est vrai, mais je trouve que c'est vrai. Voilà, t'es dans le métro avec ton Nothing Phone, les gens ils disent ah mais c'est quoi ce téléphone et tout, je connais pas, il est bizarre et tout. Ouais. Ça change un peu, quoi. Ça change. Mais non, mais ça change. Ça change. Alors attends, j'essaye de vous donner les prix exacts parce que je les ai pas tous en tête parce qu'il y a 3 versions. 650. Non, Donc on commence à 679. Donc pour la version qui est en 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, et on va jusqu'à 849. Donc on est vraiment sur l'entrée du haut de gamme, du très haut de gamme, mais c'est un appareil qui vaut le coup d'œil. Allez, Vraiment. mais ben voilà, le Nothing Phone, c'est rigolo comme nom. Ouais. Mais Le voilà. 2, en plus. Le 2. Et vous avez tous les écouteurs, toute la gamme d'écouteurs aussi qui est pas mal. Regarde, j'essaye de mettre des jolis LED, mais ça marche. on a très peu de réseau ici, donc j'ai très peu d'amis qui m'envoient des messages. On a vu une. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda. Ben, écoute, c'est un plaisir. Et on te retrouve très vite pour Multijoueur. Tu vas prendre ma place dans quelques minutes. Et merci Anthony. Merci évidemment. François, merci à tous. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier De quoi je me mêle de la saison. Bah moi, je serai déjà en vacances. Tu seras déjà en vacances. Ah bah, bravo. Je pars demain. Eh ben bravo. Bah, t'as bien de la chance. Voilà. Et on se retrouvera à la rentrée, On se Anthony, retrouvera avec à beaucoup de la plaisir, bien évidemment. Encore une fois, bonnes vacances à tous, mais restez là puisque De quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, on va remonter le temps. Rappelez-vous, l'été 2016, on était tous en train de chercher partout, dans des fourrés, dans des restos, des trucs, des Pokémon. C'était Pokémon Go. Christophe Joly va nous raconter cette histoire étonnante dans un instant. Ça sera la deuxième partie de quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.